Messieurs, bonjour. Merci à la librairie Vrin de nous accueillir pour un échange avec la sociologue du sport qui est donc Hélène Joncheret. Voilà. Bonjour. Merci d'être là. Et Bernard Andrieux, philosophe. Toujours. Toujours. Alors, nous avons l'honneur ici de discuter d'un ouvrage qui est sorti récemment. On dirait sûrement un point nommé. J'imagine que ça a été pensé pour tomber au bon moment. Un livre qui est reconnu et apprécié par les chercheurs et qui fait sa route tout doucement, je crois, auprès des éditeurs. Donc nous remercions vivement Vrin d'avoir accepté d'accueillir ces nombreux textes de chercheurs connus, certains un peu moins connus, et qui propose ici une lecture très intéressante de la philosophie du sport, à travers l'olympisme et le paralympisme. Alors j'aurai 3 questions et une remarque, ou une petite critique, peut-être, à la fin. Hein, à la fin. Alors une question peut-être assez simple. Pourquoi avez-vous choisi d'architecturer, si on peut dire, cet ouvrage en 3 parties ? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue qui a été complexe ou ça a été facilité? Tu veux répondre, Bernard ou... Oui, tu peux répondre si tu veux. Enfin, non, moi, je vais faire une réponse formelle, puis après, je pense que Hélène va apporter des informations. En fait, le problème qu'on a avec la philosophie du sport, c'est que ça n'existe pas en France. C'est le premier livre qui s'appelle Philosophie du sport en France. Alors que dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment, ça fait très longtemps qu'il y a des ouvrages de philosophie du sport. Et comme j'avais fait avec Vrin déjà l'éthique du sport et puis philosophie du corps, on a eu le projet avec Hélène et Rémi Richard de développer un ouvrage qui permette à la fois de montrer dans une première partie, donc je te réponds, une première partie plutôt historique, c'est-à-dire comment Pierre de Coubertin, les critiques contre Pierre de Coubertin, le contexte du fair play, l'apport de Jim Parry et des collègues sur, on va appeler plutôt l'histoire philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, Coubertin, il est quand même allé chercher des choses directement en Angleterre, il a fait 3 livres, il a fait un travail d'importation qui est assez intéressant de la philosophie anglo-saxonne. Et dans une certaine mesure, il fallait quand même partir de là. Mais après, bien évidemment, parce que je connais le travail de toute l'équipe pilotée par Hélène à l'INSEP, autour du paralympique, puisqu'on a partagé une thèse avec Valentine Duquesne et Rémi Richard. Et Hélène avait une expérience directe avec les paralympiques, avec les athlètes. Et moi, je suis assez attaché à ce qu'on appelle une philosophie de terrain, c'est-à-dire une philosophie qui part du terrain, qui part véritablement aussi du vécu en première personne. Et je pense que Hélène en dira beaucoup plus compétente que moi sur toutes ces questions. On a voulu mettre en place une deuxième partie qui essayait aussi de critiquer la notion de performance. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la performance? C'est-à-dire, bon, là, on vient de passer 3 mois à s'exalter sur la performance, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Donc, Hélène en parlera très bien. Et puis, donc, dans une troisième partie, on a essayé plutôt de se centrer sur une thématique qu'on avait déjà abordée avec Émilie dans Philosophie du corps, qui est la question de l'expérience corporelle. Nous, on est très attachés à une cognition incarnée, à une expérience corporelle en première personne. Et donc, on a essayé de trouver des articles qui décrivaient à la fois le rapport au corps vivant, au corps handicapé, mais aussi le vécu émotionnel, la représentation que peut se faire une personne. Je pense au texte de notre collègue brésilienne, qui est paralympique et qui se pose des questions sur son corps, l'image de son corps, la relation aux autres. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est une sorte d'entonnoir. Ben, Hélène est plus pertinente que moi sur tout ça. Mais...
Merci pour la question. Non, je crois au contraire qu'il faut te remercier, Bernard, pour le travail que tu as réalisé de coordination de l'ouvrage qui t'appartient en très grande partie. Donc, merci de nous avoir associés, Rémi Richard et moi-même, à ce travail. Pour me présenter un petit peu plus et puis les travaux que nous avons menés, et notamment qui sont publiés dans cet ouvrage, je travaille à l'INSEP, qui est un institut où s'entraînent des sportifs olympiques et paralympiques, mais olympiques principalement. Depuis maintenant 7 ans, je suis détachée de l'Université Paris-Cité et c'est ce qui nous relie aussi avec Bernard. Et mon objectif, lorsque j'ai commencé à travailler à l'INSEP, a été d'identifier les conditions de préparation des sportifs olympiques et les conditions de travail des entraîneurs olympiques ou du staff olympique au sens large en tant que sociologue. Donc il y a eu bien évidemment des travaux qui avaient été réalisés auparavant, mais on a fait un petit état des lieux, on a proposé justement dans un article un état des lieux des conditions de préparation des sportifs olympiques pour les Jeux de Rio. Et dans un autre article réalisé en collaboration avec Rémi Richard, le 3e coordonnateur de l'ouvrage, et dans le cadre de la thèse de Valentine Duquesne, nous sommes intéressés plutôt aux conditions de préparation des sportifs paralympiques, et notamment aux déficients intellectuels et aux sportifs atteints du trouble du spectre de l'autisme, qui sont des sportifs qui sont assez méconnus et qui étaient jusqu'aux Jeux de Paris assez peu médiatisés, en tous les cas en France. Dans une seconde question, question attendue, j'imagine, qu'est-ce que la philosophie du sport par rapport à l'éthique du sport? Ça, c'est pas une question vache. Est-ce que c'est une sous-catégorie? L'éthique du sport est une sous-catégorie? Ou comment pouvez-vous un peu décrypter ça? Vous l'avez commencé à le faire dans l'ouvrage, bien sûr. Le problème qu'on a dans l'enseignement de la philosophie en France, on le sait, c'est qu'il n'y a pas de chaire sur le corps, il n'y a pas de chaire sur le sport. C'est quand même une situation assez paradoxale, puisque tous mes collègues qui sont philosophes ont créé des chaires, justement, soit dans des instituts de kinésiologie aux États-Unis ou en Angleterre, soit dans des facultés de philosophie. C'est-à-dire que vraiment, c'est très ancré dans la tradition. Et donc, en fait, la différence, c'est que l'éthique du sport, c'est une toute petite partie de la philosophie du sport. C'est-à-dire que dans l'éthique du sport, il y a aussi l'esthétique du sport. Je pense au livre de Michael Dufresne qu'on a ici, où Michael avait développé beaucoup de choses justement sur la question de l'esthésiologie. Donc il y a l'esthétique du sport. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur la politique du sport. Donc beaucoup de réflexions sur les problèmes stratégiques. Donc l'éthique du sport, en fait, on avait commencé chez Vrin à faire ce premier volume sur l'éthique du sport parce que pour la première fois à l'Université Paris-Cité, on avait créé un enseignement en STAPS sur l'éthique du sport, qui a été reconduit d'ailleurs dans la nouvelle maquette. Et donc on est assez content de ça, du fait que finalement aujourd'hui il suffit que j'écoute la radio tous les jours pour faire mon cours. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une athlète qui a été violée par son entraîneur, il y a des mineurs qui sont exploités dans des clubs, etc., des dopages, bon. Donc en fait, très naturellement, la question de l'éthique s'est posée à travers une éthique, on va dire, appliquée, pragmatique, c'est-à-dire une étude de cas. C'est-à-dire, moi, je fais mon cours à partir de cas pratiques. C'est-à-dire, je dis, voilà, comment se fait-il qu'aux États-Unis, par exemple, l'équipe de gymnastique qui a été violée systématiquement par son entraîneur va travailler de manière en groupe avec 150 athlètes, alors qu'en France, on dit que ça n'existe pas et qu'il faut qu'il y ait Sarah Abitbol ou une autre athlète qui disent, ah oui, mais il y a quand même un problème dans les conditions d'entraînement. Je pense qu'Hélène voit très bien aussi ces problèmes-là. Donc en fait, la philosophie du sport, quand on a discuté du titre avec Émilie, au départ, ça ne devait pas s'appeler comme ça. On devait s'appeler philosophie olympique et paralympique. Et là, j'ai dit à Émilie, mais non. Si on fait ça, on va arrêter de le vendre le 29 septembre, on ne vendra plus. Par contre, si on met philosophie du sport, on va poser quelque chose en disant, voilà, c'est le premier ouvrage qui s'appelle Philosophie du sport en France, et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est exhaustif, ça veut dire qu'on pose quelque chose comme étant peut-être une nouvelle discipline à développer, que d'autres collègues plus brillants que moi, je pense à Mathieu Kidou, aussi Raphaël Vercher, Philippe Lyotard, qui sont dans ce volume, qui ont développé des travaux et qui vont poursuivre la tâche.
En fait, ce sont souvent des gens qui sont issus de la philosophie. Je pense à Isabelle Keval aussi, et qui se sont tournés vers la philosophie pour pouvoir poser ça. Mais jamais personne ne s'était posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est finalement la philosophie du sport? Je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, par rapport à ça, mais toi, tu abordes plutôt le problème de l'intérieur. Oui, tout à fait. Oui, et pas en tant que philosophe, comme je le disais tout à l'heure. Oui, les thématiques que tu évoquais, Bernard, sur la question notamment des violences sexistes et sexuelles, sont des sujets qui sont abordés, nous, actuellement, au sein du laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP, par l'intermédiaire d'étudiants en thèse, et qui peuvent s'appuyer, en effet, sur des travaux plus conséquents parmi les chercheurs anglophones, les chercheurs étrangers. C'est un sujet qui est difficile encore aujourd'hui à traiter dans le monde du sport, mais je ne crois pas que ce soit spécifique en France au monde du sport. C'est plutôt un problème sociétal qui nécessite une acculturation de l'ensemble de la population et notamment sportive. Deuxième question, que je me tourne d'abord vers vous, Hélène, si vous voulez bien. C'était aborder la question des expériences corporelles des Paralympiques. Alors, on a beaucoup parlé des Paralympiques lors de ces JO. Hein, ils ont été vraiment D'ailleurs, il faut remercier Émilie Evren pour la couverture. Tout à fait, elle est très belle. On s'est battu pour avoir cette photo et on est très content d'avoir eu cette photo. Voilà. Ouais. Donc effectivement, sur le devant de la scène, nous avons eu le plaisir, nous, en tant que spectateurs, de pouvoir relire en fait ces Jeux sous le prisme du paralympisme. Les cérémonies d'ouverture, de fermeture ont aussi apporté l'inclusivité, etc. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à vos recherches que vous avez entreprises avec vos thésards et d'autres sur les expériences corporelles des Paralympiques. Est-ce qu'il y a une impression qu'il y a une appartenance finalement à une communauté globale quand on devient un athlète de haut niveau olympique? Par exemple, est-ce que ça améliore aussi le fait de la perception de soi-même? Est-ce que vous pourriez donner quelques clés comme ça pour comprendre un peu à quel point c'est important et que la société a besoin d'y pencher? Oui, merci pour la question. Alors moi, c'est un sujet dans lequel je me suis, auquel je me suis intéressée relativement tardivement. Entre guillemets, on s'y est intéressé, Bernard, dans le cadre de l'encadrement de la thèse de Valentine Duquesne. Et oui, en effet. On avait réalisé, justement après les Jeux de Rio, 2 études sur justement les conditions de préparation des sportifs paralympiques et les conditions de travail des entraîneurs. Mais pour vous dire à quel point on était plutôt novateur sur le sujet, on avait des outils qui étaient, d'un point de vue méthodologique, assez proches auprès des sportifs olympiques et paralympiques, ce qui était déjà une première erreur. Donc on a eu la chance déjà de mener des enquêtes par entretien qui permettent quand même une flexibilité méthodologique qui nous ont permis de voir assez rapidement les erreurs que l'on rencontrait. Mais cette erreur, j'en parle parce que finalement, elle est liée un petit peu à la question qui était posée. On est parti du principe que l'on voulait interroger des sportifs, quels qu'ils soient, olympiques et paralympiques. Mais en réalité, on s'est rendu compte assez vite qu'on passait à côté d'une connaissance, d'une connaissance suffisamment précise du monde paralympique. Je vais revenir sur cet élément. Et bon, c'est dommage, Rémi Richard, mais qui lui est à l'Université de Montpellier, exactement. Mais il fait partie vraiment des experts qui nous ont permis de monter en compétences dans le domaine du champ paralympique, si ce n'est que lui-même n'était pas forcément un expert du champ paralympique, mais plutôt du champ du handisport Il fait sa thèse sur le foot fauteuil. Voilà, exactement. Parce qu'il faut savoir que dans le sport, le sport paralympique ne représente bien évidemment pas l'ensemble des pratiques parasportives. Et la chance que nous avons eue également, c'est que Valentine Duquesne, qui est l'étudiante en thèse, qui a souhaité réaliser une thèse au sein de l'Université Paris-Cité et du laboratoire CEP de l'INSEP, était une experte du terrain, dans le sens où elle avait travaillé pendant 15 ans en tant que responsable du suivi socio-professionnel des sportifs de la Fédération française handisport, qui est une fédération qui rassemble le plus de sportifs en situation de handicap, qui est la fédération, enfin, ce n'est pas la fédération, mais c'est une des fédérations spécifiques qui est quand même très conséquente en termes d'encadrement de nombre de sportifs. Donc, ça nous a permis, tous les 4, finalement, de partager un petit peu des niveaux d'expertise très, très variés, certains plutôt sur la haute performance, d'autres sur le parasport et puis d'autres encore sur le sport paralympique.
Et au fur et à mesure de ces avancées, on a aussi participé à un projet du plan prioritaire de recherche de l'Agence nationale de la recherche, qui nous a permis là aussi de pousser un petit peu plus loin nos travaux de recherche pour s'intéresser aux sportifs qui ont participé aux Jeux de Tokyo. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette montée en expertise a été possible justement suite à la réalisation de ce projet de thèse. Et ensuite, pour répondre concrètement à cette question, c'est une excellente question. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question sur, je dirais, parce que pour moi, cette question rappelle un petit peu la question de la spécificité ou non des sportifs paralympiques. Est-ce que ce sont des individus à part entière différents des individus olympiques? Moi, d'un point de vue, en tous les cas personnel, mais aussi des travaux de recherche que l'on peut mener, je ne pars pas du principe qu'un individu est différent au regard d'une variable qui le caractérise, que ce soit une variable de genre ou une variable qui serait liée à la situation de handicap, mais on a tous des perceptions ou des façons de faire qui peuvent être différentes. Ce que l'on a pu constater, en tous les cas, dans le sport paralympique, c'est justement... Alors, c'est lié, je pense, à la façon dont à notre paradigme un petit peu de départ, bien évidemment, hein, mais on a pu constater que les expériences des sportifs sont plurielles, que sans surprise, elles évoluent, donc elles sont dynamiques, elles évoluent aussi tout au long d'une carrière, et que je vais vous parler un petit peu peut-être de cas extrêmes pour que ça marque aussi, qui ne sont pas forcément les cas les plus représentés, mais on a des sportifs paralympiques, par exemple, qui, quand la question portait tout à l'heure sur l'inclusion, l'exclusion, qui ne supportent pas, entre guillemets, cette qualification de sportif paralympique parce que sportif en situation de handicap. Donc, qui revendiquent en effet le fait d'être des sportifs de haut niveau, peu importe qu'ils soient en situation de handicap ou non. Donc, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que parfois le milieu, je dirais, plutôt spécifique, en tout cas qu'on appelle spécifique dans le monde du sport de haut niveau, qui est attribué aux sportifs paralympiques, peut être un milieu ressourçant pour certains sportifs paralympiques, mais aussi ressourçant, qui peut permettre d'ailleurs d'atteindre un certain niveau de performance aussi, mais qui peut être aussi un milieu repoussoir, même au sein du monde des sportifs paralympiques, avec bien évidemment de l'exclusion aussi au sein entre eux, en fait, entre sportifs paralympiques, entre certains qui vont dire « Ah, mais notamment aussi en ce qui concerne la déficience intellectuelle, j'en profite pour en parler maintenant, qui vont dire en réalité, oui, je suis un sportif paralympique, surtout un sportif de haut niveau, mais là, les déficients intellectuels qui s'entraînent avec moi sont d'une intelligence toute modeste et je ne souhaite pas être rattaché d'un point de vue identitaire à ces individus. » Donc, vous voyez, il y a une multitude d'expériences qui sont vécues par les sportifs qui évoluent bien évidemment au rythme de leur carrière et de leur performance. Vous savez que le Premier ministre a découvert qu'il n'y avait personne au secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap. Donc peut-être on va avoir quelqu'un là. Il a été nommé. Là, ça a été nommé, excusez-moi, je n'ai pas suivi aujourd'hui, je travaillais. Mais donc on a quelqu'un. Et aussi la question de la santé mentale, qui serait peut-être une question nationale. Et donc nous, on a tenu, parce que je suis allé au Brésil au centre justement paralympique, parce qu'en fait le Brésil, après à Sao Paulo, a construit un centre de recherche incroyable. Tu verrais ça, Hélène, absolument hallucinant, qui est consacré au paralympisme. Et donc là, j'ai rencontré justement l'athlète qui est dans l'article du Brésil. Et justement, on s'est intéressé aussi dans le livre. Je voulais quelqu'un justement qui avait un déficit cognitif, ou en tout cas qui était atteint peut-être d'une maladie qu'on dirait entre guillemets mentale. Parce que en fait, ce que je voulais avoir aussi, c'est aussi la parole en première personne, le monde de vécu. Je crois qu'on dit ça chez vous, sœurs, le monde de vécu. Et donc, ça, c'était important parce que quand même, le grand intérêt par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, David, c'est que ce qu'on essaie de faire avec la philosophie du corps, l'éthique du sport, la philosophie du sport, c'est quand même d'aller toujours vers la possibilité de décrire le monde tel qu'il est vécu à travers, par exemple ici, la question de l'image du corps, la question des émotions, la question aussi de l'utilisation. Rémi, on n'a pas pu publier l'article sur le cibathlon, mais parce qu'on n'a pas eu les droits de traduction, mais Rémi avait beaucoup travaillé avec nous sur la question du cibathlon. Le cibathlon, si vous le savez, c'est ce défi technologique qui consiste à proposer, ça va commencer à Zurich d'ailleurs très bientôt, des nouveaux appareils pour se déplacer différemment avec son corps, etc. Et donc il y a aussi une réflexion qu'on voulait avoir sur comment
l'appareillage, la continuité avec les corps, fait que, comme Rémi le décrit très bien, la personne qui est en fauteuil, on l'a vu, moi j'ai assisté, je suis allé aux compétitions de rugby fauteuil, hein, c'est très impressionnant, quoi. Quand ils tombent, ils font totalement corps avec le fauteuil. On voit qu'ils communiquent avec ce fauteuil. Et voilà, donc il y a une sorte aussi de nouvelle réflexion sur le fait que c'est pas des athlètes justement qui se considèrent comme des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, comme l'a dit Hélène, hein, et voilà. Moi, j'étais assez choqué par ce qui s'est passé à la télévision quand on leur demandait s'ils étaient incassables ou pas, quoi. Je veux dire, voilà, bon, beaucoup ont répondu non, quoi. Enfin, voilà, qu'au contraire, ils se considéraient comme des sportifs. Et par contre, ils ont beaucoup de choses à nous dire, et nous, on s'est toujours intéressé à ça avec la philosophie du corps et du sport. On s'intéresse au fait qu'on a beaucoup à apprendre des athlètes et des personnes qui justement ont des vécus corporels, parce que voilà, c'est pareil dans le monde du travail, hein, je veux dire, on voit très bien que on est aujourd'hui en capacité de pouvoir recueillir des informations sur comment les personnes utilisent leur corps. Le sport paralympique est réglementé comme est réglementé aussi le sport olympique. Après, moi, je crois que cette question, elle va peut-être même au-delà de cet appareillage qui, lui, est visible. Ce que j'ai trouvé très intéressant comme problématique et qui rejoint, il me semble, la problématique qui est soulevée, ce sont les sportifs paralympiques qui n'ont pas forcément besoin d'appareillage, mais qui, par la pratique sportive, vont réduire en quelque sorte leur situation de handicap et qui, en faisant cela, risquent de changer de classe, de classification, et donc de devenir finalement moins performants dans la classification qu'ils vont intégrer. Tout à fait. Donc ça, là, cette question-là, je la trouve... elle englobe, il me semble, la question que vous venez de poser à l'instant, et toute la difficulté de savoir ce que souhaite l'athlète, parce que c'est aussi le souhait de l'athlète, mais qui est dans un entourage avec un staff qui a éventuellement d'autres souhaits. Mais oui, cette question est entière. Il y a des sportifs paralympiques qui pourraient se faire opérer de certaines maladies et être dans une situation avec un handicap qui serait un peu plus léger, mais qui choisissent de ne pas l'être. Donc, en fait, souvent, on peut être relativement surpris justement par ces décisions, et je pense que c'est lié à une méconnaissance des sportifs paralympiques que l'on a tendance à voir comme disposant de moins de capacités que les sportifs olympiques, alors qu'en réalité, certains d'entre eux, après tout dépend, les sportifs qui ont acquis un handicap ou ceux qui sont nés avec un handicap, on peut aussi avoir des différences. Mais après, il n'empêche que pour revenir sur les aspects technologiques, il y a bien évidemment des différences quand même qui sont liées à des coûts d'accès à des technologies. Et qui là, bon, bien évidemment, mais comme dans le sport olympique, avantager ou non certaines nations. Alors, on ne revient pas dans ce livre-là, mais dans l'éthique du sport, on a publié l'article sur Pistorius, qui avait été fait par Anne Marcellini. Et on voit que la vraie question qui s'est posée, c'est la question de l'avantage que pourrait procurer. Hein, on l'a vu avec les combinaisons de natation. Hein. Je vous rappelle qu'on a arrêté de les mettre parce qu'on était en train de changer de discipline. Hein. C'était plus de la natation, c'était de la flottaison. Et donc, il y a eu des interventions pour dire qu'il fallait repenser la nage. N'empêche que quelqu'un comme Marchand, aujourd'hui, a bénéficié de tout ce qui a été expérimenté sur les combinaisons parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire de la coulée, qu'on pouvait flotter différemment dans l'eau, tous les travaux sur la 5e nage, etc. Donc, dans une certaine mesure, il y a des limites, comme dit Hélène, mais surtout, il y a le problème des représentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avec Émilie, quand on a fait le flyer, elle avait remis donc le slogan du comité olympique, et je lui ai dit on va mettre un point d'interrogation. Parce qu'ensemble, c'est un peu ça le problème. Hein. C'est-à-dire que ce que demande Pistorius, c'était de courir avec les valides. Parce qu'en fait, la question c'est est-ce que je suis différent véritablement alors que je fais les minima et donc j'ai fait les minima des valides pour être qualifié. Vous ne me qualifiez pas parce que je suis une personne en situation de handicap, etc. Et que donc, qu'est-ce que c'est que la mixité ? Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble ? Voilà, il y a tout un débat actuellement au comité. Bon, Gilles n'est pas là, mais
il pourrait en parler plus longuement que moi, sur ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'ils aillent effectivement sur l'idée qu'il y aurait des compétitions qui prendraient en compte la mixité homme-femme, la mixité, la question de les transgenders, qui s'est posée aussi à l'intérieur même des jeux. Et donc, c'est ça, au-delà de la question de la classification, la question des catégories de la technologie, il y a la question de la représentation. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une performance qui soit extrêmement encadrée, alors qu'aujourd'hui, on est confronté à l'émergence de corps qui sont différents des corps. Ce qu'écrivait Coubertin sur les corps, ça n'a absolument rien à voir avec les corps qui se présentent aujourd'hui. Et Philippe Lyotard a fait un article très intéressant sur cette question, en montrant que, par exemple, la question de la virilité, de la masculinité, telle qu'on l'a posée même chez Georges Hébert, n'a absolument rien à voir avec les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur la limite hormonale, sur la forme du corps et le niveau de performance. Là, tu parlais de la question des hormones. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est oui, l'association avec les représentations que l'on a autour de tous ces éléments. Il y a des travaux qui ont été réalisés sur le sujet, mais par exemple, d'un point de vue justement du terrain, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est de découvrir que d'un point de vue naturel, des femmes dans certains sports ont des taux de testostérone plus élevés que des hommes. Tout à fait. Mais pas seulement Caster Semenya. Oui, c'est une situation qui peut être relativement fréquente dans certains sports. Mais c'est méconnu. Et puisqu'on associe à la testostérone une capacité à être plus performant, on pense que ce sont des cas un petit peu atypiques, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a une classification chimique de qu'est-ce que c'est qu'une femme. On ne se pose pas la question sur qu'est-ce que c'est qu'un homme. Et que donc il faut rentrer dans une certaine classification, ne pas dépasser une certaine dose, au-delà de laquelle on pourrait considérer qu'on n'est plus une femme. Donc ça a posé le problème de Semenya, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'athlètes qui sont confrontés à cette question-là. Et finalement, il y a une mise en ordre des corps qui se met en place, puisqu'il s'agit de produire un certain type de performance, mais qui ne correspond pas forcément au corps réel des individus, plutôt à des corps qui sont mis en catégorie. Ces normes sont souvent questionnées lorsque les performances semblent sortir de l'ordinaire. Et donc il y a des collègues qui se sont amusés à rendre entre guillemets plus femmes dans le sens traditionnel de la féminité certaines sportives et qui se sont demandé si dans ces conditions ces athlètes auraient rencontré les difficultés qu'elles ont rencontrées. Et j'y pensais parce que c'est exactement la même chose avec les sportifs paralympiques. Là où ça commence à poser éventuellement problème, c'est comme avec les combinaisons aussi, c'est lorsque les sportifs paralympiques sont plus performants que les sportifs olympiques. Alors ici chez Vrin, il y a quelques ouvrages sur les disability studies, je vous montrerai où ils sont. Ils sont voilà, ils sont. Non, mais c'est vrai que la question du disability est complexe parce que ça touche bien évidemment les personnes en situation de handicap, mais en France, en fait, on l'a aussi beaucoup lié à la question de la vulnérabilité, à la question du care. Et donc, les gens qui ont popularisé, entre guillemets, ces questions-là, ont plutôt mis l'accent sur l'aspect effectivement culturel et social de cette question-là. Aux États-Unis ou dans les publications, effectivement, on trouve des approches beaucoup plus, on va dire, strictes et hard, au sens scientifique du terme, qui considèrent vraiment que, et moi je l'enseigne, j'ai un cours en master qui s'appelle le corps capacitaire, et lorsqu'on a sorti le livre sur le corps capacitaire, c'était vraiment aussi pour mettre en avant tout un courant qu'on appelle Disability Awareness, qui consiste à dire que finalement les personnes en situation de handicap, ailleurs, en France ça commence, mais développent des niveaux d'éveil et de conscience de soi, voire de conscience de classe, notamment sur l'intersectionnalité, mais sur l'idée finalement qu'ils sont susceptibles d'être dans l'empowerment et de pouvoir produire eux-mêmes leur propre représentation. Donc on avait publié la thèse de Pierre Dufour, bêtement, je suis allé à un jury de thèse, on me demande d'être rapporteur d'une thèse sur le handicap. J'arrive, je rentre dans la salle, et pour vous dire combien je suis un idiot, je tourne la tête et je cherche le doctorant. Et là, je vois quelqu'un en fauteuil, et je me dis, bon, c'est pas possible, ça peut pas être lui, etc. Bon. Et en fait, c'était Pierre Dufour qui était là.
Et voilà. Et donc, en fait, pour vous dire comment on est construit dans l'idée que finalement, une personne en situation de handicap en fauteuil, c'est pas capable de produire une thèse de sociologie en France. Et Pierre a été le premier, en fait. Et donc ensuite, bien sûr, on l'a publié partout et le soutenu. C'était le premier à faire une thèse en tant que tétraplégique en France, alors que aux États-Unis, voilà, on a d'autres exemples. Voilà. Donc c'est pour vous dire que même nous qui sommes quand même, entre guillemets, soi-disant censés comprendre les choses, on n'est pas habitué à ce surgissement des disability studies. Est-ce que vous avez des contacts fréquents avec les autres chercheurs qui travaillent sur le même terrain que le vôtre? Est-ce qu'il y a des recherches passionnantes qui se font ailleurs? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? En tout cas, le premier chercheur auquel j'ai pensé là, pendant la question, c'est Townsend, qui est un chercheur anglais mais qui s'est exilé en Nouvelle-Zélande et qui travaille sur ces questions. Et ce qui me semble intéressant, c'est que en fait, ils ont pris tellement d'avance, entre guillemets, par rapport à nous, qui sommes encore parfois justement sur les conditions de préparation des sportifs, etc., qu'eux réfléchissent aujourd'hui plutôt à la formation des entraîneurs. Et nous, on commence à y réfléchir. Il était temps. Mais parce que, comme n'importe quelle d'ailleurs représentation préjugée, ces éléments peuvent être alimentés par l'entourage des sportifs. Et là, en l'occurrence, en termes de formation du staff paralympique, ou en tous les cas de staff qui entraînent des sportifs paralympiques, on était relativement limité dans ce qui a été proposé. Donc, dans le cadre de justement l'ANR Paraperf, tout à l'heure, je parlais d'un projet prioritaire de recherche pour lequel on avait eu un financement, a été créé un diplôme universitaire destiné au staff dans le sens large paralympique pour partager justement les connaissances issues de ces travaux récents. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas de formation jusque-là, mais c'est plutôt pour diffuser ces nouvelles connaissances. Dans l'ouvrage, bien sûr, on a des collègues anglo-saxons, Jim Parry et Martin Kova, donc, qui sont des représentants de la British Society of Philosophy of Sport. Il faut dire que nous avons une petite association qui s'appelle très modeste, qui a été créée en 2014. Je crois qu'on doit être 15. Voilà, donc nous sommes très modestes, tandis qu'eux sont extrêmement structurés de par le fait que, bien sûr, ils ont tous des postes en éthique ou en philosophie du sport. Donc, de fait, ils développent beaucoup de travaux. Et donc, on a eu un GDRI avec eux donc, il y a quelques années. Et finalement, c'est eux qui nous ont incités à nous structurer un petit peu. Mais comme le dit Hélène, ils sont en avance énormément par rapport à nous, notamment sur les problèmes du fait qu'il y a peu de textes de philosophie du sport, de disability studies, qui sont traduits véritablement en France, sauf peut-être quelques textes sous le poids justement du mouvement intersectionniste et gender, qui maintenant commence à faire un peu de traduction. Mais voilà, nous on lit essentiellement des articles anglo-saxons dans nos différentes communautés. C'est une bonne question et ça m'a aussi fait penser à la question de l'institutionnalisation de la pratique parasportive qui, pour le coup, était assez unitaire il y a quelques années, mais qui aujourd'hui est en plein chamboulement. Je dirais plutôt que... j'ai pas mal d'idées qui me viennent à l'esprit, mais disons que pour essayer de répondre le plus efficacement possible, il y a tout ce qui concerne le handicap visible et le handicap invisible. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose qui les distingue. Et qui peut faire aussi que lorsqu'on présente son identité, on va plutôt la présenter en termes de sportif de haut niveau et non pas forcément sportif paralympique. Après, une unité au sein des sportifs paralympiques ou au sein des sportifs olympiques, elle me paraît assez idyllique. Je ne sais pas s'il en existe une. Ils se retrouvent dans le cadre des Jeux paralympiques. Enfin, certains d'entre eux se retrouvent dans le cadre des Jeux paralympiques, mais pas tous. C'est-à-dire que quand on parlait de déficience intellectuelle, ils n'ont que 3 sports qui leur sont accessibles. Le tennis de table, la natation et l'athlétisme. Et pour des déficiences intellectuelles assez précises, très resserrées. Pour certains, dans le monde du sport, si je reprends les mots qui sont utilisés par certains de mes collègues dans le monde du sport, en effet, il y a les sportifs valides et les autres.
Est-ce que quand on écoute les sportifs paralympiques et notamment tous ceux qui ont été assez médiatisés quand même pendant les Jeux de Paris, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils se présentent. À l'inverse, ils jouent parfois avec leur histoire. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous racontent dans certains des entretiens que l'on a pu mener avec eux, dans le sens où j'associe moi au manque, entre guillemets, à ce qui leur manquerait à un aspect un petit peu misérabilisme, qui parfois est attendu du côté des médias, des sponsors. Donc certains d'entre eux sont tout à fait conscients qu'on associe les sportifs paralympiques à des sportifs un petit peu miséreux ou en situation misérable. Et donc jouent avec leur histoire parce qu'ils ont compris que ce qui intéressait les médias, c'était de vendre leur histoire. Et eux, ça leur permet d'être dans une situation économique plus favorable. À l'inverse, on a des sportifs qui sont plutôt dans le cadre des sportifs cyborgs ou des sportifs qui sont plutôt starisés, mais qui vont être en général justement des sportifs avec des prothèses, des hommes bioniques, et donc eux qui sont des sportifs avec quelque chose en plus. Et qui vont aussi en général être assez bien médiatisés parce que appréciés en termes d'image, d'esthétisme, et donc vont pouvoir solliciter aussi auprès des sponsors des moyens pour vivre de leur sport. Le problème de savoir si le handicap est réel, aussi dans le modèle canadien élaboré par Fogerolas, finalement le handicap est dû à l'environnement. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez traverser Paris en fauteuil, ça prend 2 heures, 3 quarts. Si vous êtes valide, ça prend un quart d'heure. J'exagère, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réalité, la question, c'est qu'est-ce qui crée le handicap? C'est les escaliers. C'est le fait qu'on ne va pas pouvoir faire d'ascenseur dans les stations de métro de 1920 parce que c'est impossible. On ne sait pas le faire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plutôt une interprétation, on va dire, sociale du handicap, en disant finalement, le handicap, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe que parce qu'on a une société qui ne met pas les moyens économiques, techniques, etc., pour faire qu'une personne qui serait diminuée, fatiguée, etc., puisse trouver, contrairement à d'autres pays, des fauteuils. Par exemple, quand vous allez à un supermarché en Angleterre, vous êtes un peu fatigué, vous avez des fauteuils qui sont à l'entrée et vous pouvez faire vos courses avec les fauteuils, avec des gens qui vous aident. Donc c'est un problème culturel, c'est un problème de représentation. Et donc le fait de dire d'un côté il y a des valides et de l'autre handicap, ça cautionne le fait que par exemple quand vous faites un gouvernement, vous oubliez de mettre un secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, alors que ça représente 6 millions de personnes en France. Donc je veux dire, c'est quand même un problème de dire, bah oui, ça nous arrange bien de dire que d'un côté il y a des valides, de l'autre il y a des handicapés, parce que bon, finalement, c'est tellement compliqué. Voilà. Alors qu'en réalité, bon, après, il faut bien distinguer le handicap physique du handicap social, du handicap mental, qui est aussi un autre problème, hein, qui fait que, bien évidemment, moi j'ai travaillé sur la stérilisation des femmes trisomiques 21, mes propres étudiants. Hein, tout ça a été oublié, mais c'est nous qui avons déclenché l'enquête de l'IGAS sur la stérilisation des femmes trisomiques 21. Eh bien, ces femmes trisomiques 21 étaient stérilisées par les parents. Pourquoi? Parce que les institutions n'avaient prévu aucune solution pour la sexualité des femmes trisomiques 21, ni moyen de contraception, ni rien, parce que finalement, autrefois, les enfants trisomiques 21, ils mouraient. Aujourd'hui, ils enterrent leurs parents. Donc, si vous voulez, le fait de concevoir une personne trisomique 21 comme une femme, finalement, ayant une vie sexuelle qui, sans doute, n'est pas la même, parce que, bien évidemment, il y a des viols, il y a des problèmes dans les internats, enfin, on a fait tout un travail là-dessus. Bon, eh bien, ça conduit au fait qu'on a utilisé la stérilisation pour se débarrasser d'un problème, alors qu'en réalité, l'UNAPI a fait beaucoup d'efforts pour créer justement maintenant des appartements, des accompagnements, etc., prendre conscience de la chose suite à l'enquête de l'IGAS qu'on a provoquée. Donc, c'est un long problème parce que vous voyez bien la situation. Hein, je veux dire, on met pas le paquet finalement sur le handicap. On considère que le corps
d'où la philosophie du corps, et doit être normale, valide, fonctionnelle. Voilà, qu'il y a quand même encore un idéal de purification qui pose problème. Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tous les cas, c'est une question qui revient systématiquement lorsque les jeux arrivent à nouveau tous les 3-4 ans environ. C'est en fonction de si on a eu le Covid ou pas. Ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs j'ai même cru qu'un journaliste avait fait une erreur, c'est que par exemple, vous savez combien d'épreuves de 100 mètres il y a aux Jeux paralympiques? Vous avez une idée? Je crois qu'on est sur une bonne vingtaine, ou peut-être 35. Mais en tous les cas, le chiffre, alors que pourtant on travaille quand même avec les sportifs olympiques, le chiffre, je me suis dit, il y a eu un petit problème au niveau de la télévision ou du son ou de mon écoute. Et donc ce qui revient systématiquement lorsque cette option est proposée de rassembler les épreuves olympiques et paralympiques est la question organisationnelle. C'est-à-dire que le village, par exemple, actuel aurait dû être doublé. Quasiment. Les sportifs paralympiques sont moins nombreux, hein. C'est une délégation qui est un peu moins nombreuse, mais ils ont besoin de davantage d'espace ou de davantage de logements. Je ne dis pas que ce sont des bonnes raisons, mais je vous rapporte les raisons qui sont rapportées. Il y a aussi des questions de dangerosité auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui existent aussi de façon propre au monde olympique ou paralympique. C'est-à-dire qu'en athlétisme, quelqu'un qui court ou un fauteuil aussi d'athlète en circulation peut engendrer, en tous les cas, nous c'est le cas à l'INSEP, des difficultés d'accès et de pratique d'athlétisme, de l'athlétisme, que ce soit de l'athlétisme ou de olympique ou paralympique. Ce qui fonctionne, a priori, en tous les cas, manifestement, même si on a eu cette séparation de 2 semaines entre la fin des Jeux olympiques et le début des Jeux paralympiques, c'est la médiatisation. Donc que cette médiatisation soit en même temps ou pas en même temps, moi aussi, bien évidemment, quand je vois qu'il y a des événements où sont associés du cyclisme et du paracyclisme, je pense que c'est la meilleure solution pour acculturer l'ensemble des individus, qu'ils soient olympiques ou paralympiques, aux autres mouvements ou encore les spectateurs, bien sûr. Mais voilà, ce qui est rapporté systématiquement sont plutôt des questions d'ordre organisationnel. Ce sont des événements qui sont très coûteux aussi, économiquement parlant. Je ne sais pas quel modèle économique pourrait permettre finalement la réalisation de ces jeux qui dureraient particulièrement longtemps et qui nécessiteraient aussi aux délégations olympiques et paralympiques de rester plus longtemps sur site, qui font partie des coûts les plus élevés dans le développement de ces événements. Donc c'est certainement une des meilleures solutions que de débuter par des événements un peu moins conséquents, discipline par discipline, lorsque ces disciplines existent à la fois dans le sport paralympique et dans le sport olympique. Sachant qu'il y a aussi des événements mondiaux, internationaux, qui sont dédiés à la pratique parasportive. Derrière votre juste remarque, il y a l'idée de qu'est-ce que c'est que la performance. C'est-à-dire que quand effectivement, moi je le regarde aussi, je vous rassure, j'aime beaucoup le cyclisme, donc je regarde, et c'est vrai que ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est pas du cyclisme, où sont passés les valides, je plaisante, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, l'idée, c'est c'est de dire, vous voyez, là, vous venez de voir les femmes courir en valide, et puis là, maintenant, c'est le fauteuil, etc. Et donc, du coup, dans la médiatisation, c'est pas une équivalence de performance, mais en tout cas, c'est l'idée que finalement, il n'y a pas de hiérarchie. Vous voyez, la performance valide n'est pas forcément meilleure que la performance. Voilà. Et donc, il y a l'idée finalement qu'on va pouvoir peut-être se réinterroger sur comment a été construit, et c'est ce qu'on fait dans l'ouvrage, comment a été construite cette notion de performance. Ouais, je veux dire, elle a été construite sur un modèle finalement toujours validiste, toujours des fois aussi masculin. Hein, je veux dire, voilà. Je ne rappelle pas les positions de Coubertin sur les femmes. Voilà, donc il a fallu déconstruire tout ça pour arriver. Donc, voilà. Et donc, moi, il paraît que le livre a été offert, hein, je le signale, au président du CIO. Donc, je ne désespère pas qu'on soit reçu officiellement pour dire ce qu'on en pense. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, on pourra arriver peut-être à avoir des moments, voilà, des moments de mixité, alors au-delà de tous les problèmes que tu poses, hein, mais je pense que quand même, symboliquement, c'est vers ça qu'il faudrait aller.
peut-être regardé trop de sport paralympique, mais en fait, les sportifs se comparent entre eux au sein des catégories dans lesquelles ils concourent. Donc à partir du moment où ils sont les meilleurs de ces catégories, ils sont performants. Je ne suis pas persuadée qu'on regarde seulement ceux qui courent le plus vite. Dans le sens où, si c'était le cas, on regarderait quand même très peu de sportifs ou très peu de catégories de sportifs. Je crois plutôt qu'on est... Oui, mais même dans le cadre du 100 mètres, je crois plutôt, il me semble plutôt que... j'essaye de jouer un peu l'avocat du diable, parce que je sais bien... par exemple, je suis allée voir moi, du para-aviron. Qui est-ce qu'on fait concourir en début d'épreuve et qui est-ce qu'on fait concourir en fin d'épreuve? On imagine bien que, on découvre ou on imagine que ceux qu'on fait concourir en début d'épreuve sont ceux qui sont en situation de handicap les plus lourds. Là, au moment où les spectateurs ne sont pas tous arrivés. Mais bon, on a exactement la même chose dans le sport olympique. Après, là, la question m'a fait penser aussi, par exemple, au tennis, par exemple, où pendant longtemps, les joueuses de tennis étaient peu regardées à la télévision, mais aussi peu médiatisées. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit peu un revirement de situation ou d'appréciation, je dirais, des performances, dans le sens où on disait « Ah, mais le tennis des hommes est très direct, est en force, les coups sont assez... Enfin, les échanges sont assez courts. » Et finalement, il y a eu un intérêt qui a été trouvé au tennis pratiqué par les femmes, avec des échanges un petit peu plus long, un peu plus technique, avec des coups un peu plus... un petit peu différents. Après, moi, je suis assez partagée sur cette vision différenciée, par exemple, des performances des hommes et des femmes. Celle des femmes qui seraient plus esthétiques aujourd'hui et celle des hommes qui seraient plus masculines dans le sens premier du terme. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense, avec la remarque qui vient d'être faite. Je pense, il me semble, sinon, on n'aurait aucun spectateur devant les Jeux, en tout cas, devant certaines épreuves des Jeux. Il me semble que ce qui nous intéresse, c'est le vainqueur de l'épreuve en question. Oui, il y a des épreuves reines, mais... donc, c'est toute la difficulté. Par contre, là où je vous rejoins, de la capacité des spectateurs à décrypter qu'est-ce qui fait que certains sportifs sont en opposition avec d'autres lorsqu'ils ont des situations de handicap qui semblent assez différentes. Là oui, ça c'est un frein à la compréhension du spectacle sportif et la plupart du temps à sa médiatisation. Mais plus... J'y pensais tout à l'heure quand tu parlais, Bernard, à l'aspect aussi culturel par rapport à la question qui a été posée. En Italie, il semblerait que ce soit vraiment que le problème était un peu pris à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain montant financier qui a été proposé aux médias italiens pour qu'ils justement médiatisent la pratique paralympique et qui a permis d'acculturer la population italienne au sport paralympique et qui aujourd'hui leur permet d'avoir une pratique parasportive bien plus développée qu'en France. J'avais une dernière question qui est plutôt une remarque, si je peux me permettre, après une lecture assidue du livre que je trouve la critique dont très... Voilà, la petite critique. On va s'en aller. Voilà. Mais on n'appelle pas forcément à des réponses, mais voilà. Parce que c'est peut-être un champ qui m'intéresse. Mais j'étais un peu sur ma faim parce que j'aurais aimé peut-être une petite écriture sur la question de l'architecture des équipements sportifs. Parce que effectivement, là, on traverse... plein de choses très intéressantes, mais on ne pointe pas trop l'environnement technique des athlètes, stade, gymnase, etc. Et l'appareillage technique, etc. Et qui a aussi une influence directe sur un ensemble de choses, et sur, d'une part, le corps, évidemment. La question du stade est au centre de ta réflexion aussi. Et en fait, Marc Perelman, avec Jean-Marie Braun, etc. Bon, il faut quand même parler d'eux aussi. Marc Perelman a beaucoup travaillé cette question du stade. L'interprétation qu'ils font du stade, c'est bien évidemment toujours dans l'idée que le stade est problématique parce que l'architecture sportive est liée à une certaine conception du rassemblement populaire, de la foule fasciste, voire totalitaire. Et dans une certaine mesure, c'est pas complètement faux puisque quand Hitler va créer donc ce fameux stade à Berlin, c'est un nouveau stade avec une nouvelle conception de la relation entre le public, le spectacle sportif, la performance, etc. Et donc, dans une certaine mesure, ce sont des choses qu'on n'a pas abordées directement ici, alors que beaucoup de collègues travaillent sur l'écologie du sport. C'est-à-dire beaucoup de collègues travaillent aussi sur... Bonsoir, Jocelyne. Beaucoup de collègues travaillent aussi sur la philosophie écologique du sport, la question des milieux, la question du plein air, je pense à Olivier Sirost.
qui travaille beaucoup sur ce problème des terrains, du plein air, qu'on a un petit peu abordé avec la question justement de Georges Hébert, de l'apparition en fait d'une autre conception du sport qui est une pratique hors stade, une pratique beaucoup plus libre et donc qui conduit à des pratiques. Le débat tout à l'heure sur performance me faisait penser au livre d'Austin sur la question de la performativité, c'est-à-dire que l'autre jour j'ai fait un entretien sur Culture Prime où on est venu m'entretenir sur la question des seconds. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et donc du coup j'étais un peu désarçonné parce que d'habitude je parle toujours des gens qui gagnent et là en fait on m'a demandé de parler des gens qui perdent ou qui participent, etc. Et en fait je crois qu'un des moyens aussi de reconsidérer l'expérience corporelle, c'est que la question n'est pas simplement de faire une performance, c'est aussi d'être dans un acte performatif par rapport à soi. C'est-à-dire que, comme le dit Austin, finalement, le just do it, je crois que ça a été repris par une marque célèbre, c'est l'idée que finalement, n'importe quel individu peut arriver à performer par rapport à ce dont il s'estime capable, ou même il va découvrir à travers l'expérience même qu'il va faire de son corps, qu'il a des capacités, finalement, qu'il va pouvoir développer, dont il n'avait pas... et on voit ça aujourd'hui dans le marathon. Hein, les gens qui s'inscrivent dans le marathon, dans le triathlon, voilà, etc., où vous avez des gens qui, finalement, ils viennent repousser la question de la limite dans des espaces qui ne sont plus le stade. Ils sont dans des espaces que Christian Pochello, qui vient de disparaître, avait beaucoup travaillé cette question-là, de montrer comment, justement, les classes populaires se sont emparées justement de tous ces territoires qui étaient des territoires hors du stade, pour justement se confronter à une performativité qui n'a rien à voir avec la performance. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Voilà. Par contre, ils vont avoir un rapport comme ça à eux-mêmes qui va être tout à fait intéressant. C'est une remarque intéressante et en effet, je vois le lien aussi avec la thèse qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, c'est une question dans nos travaux par laquelle on entre plutôt par la question de l'accessibilité. Justement des sportifs paralympiques soit à des structures d'entraînement ou encore compétitives et ce qui nous a intéressé notamment autour de cette question de l'accessibilité, c'est le cas de la surblessure lorsque justement les sportifs paralympiques doivent ont un temps de déplacement qui est assez long et qui n'est pas toujours forcément bien adapté. Et qui va engendrer justement une blessure ou une situation un petit peu plus délicate. Donc, par rapport à la question, ça m'a fait penser justement à l'accessibilité des établissements, mais aussi, en fait, de façon plus large, mais je pense que c'est peut-être un peu hors sujet, mais au temps de préparation. Parce qu'on s'est aussi intéressé au temps de préparation des sportifs et donc au temps qu'ils mettent pour se préparer à faire du sport ou après le sport. Certains sportifs ont besoin d'assistants qu'ils ont parfois en compétition, on l'a vu en boccia par exemple, des assistants de vie, mais qu'ils n'ont pas systématiquement lors de leur pratique sportive. Alors ça dépend des types de handicap, etc. Mais, donc j'y pensais plutôt en termes d'accessibilité du matériel, mais aussi en termes de temps de préparation de soi-même avec une aide humaine. Et nous, on s'est intéressé à ces éléments en lien avec les performances et en lien avec la blessure. Donc la surblessure qui, pour le coup, peut être quand même une spécificité du sport paralympique, même si ce n'est pas quelque chose que j'aime dire, de parler de spécificité. Mais bien évidemment, quand un sportif paralympique se blesse, ça a souvent un impact sur son quotidien bien plus conséquent que pour un sportif olympique.